Salut. Alors, la première que je vois, là, je peux pas voir tout le monde, mais Marie, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai mis des écouteurs, je sais pas si ça passe bien avec le live. Salut Baptiste. Vous m'entendez bien? Juste un pouce, ça me suffit pour me dire que vous m'entendez, c'est tout. Salut Cédric. Bonjour, salut Corée. Vous m'entendez bien ou pas? Ok, parfait. Salut Olive. Ok, cool. Je continue, je commence. De toute façon, avec le petit, avec le petit décalage, les gens verront plus tard comment dire, le live. Après, il sera enregistré. Donc aujourd'hui, c'est mes écouteurs qui ont dû faire bugger le truc. Salut tout le monde. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez sans les écouteurs? Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, donc Gérald vient d'arriver, ça c'est cool. Ok, parfait. Donc j'attends juste qu'il se connecte et puis après comme ça on fait les présentations et puis c'est parti. De toute façon on va commencer, on va refaire un peu plus, on va revenir sur les lives. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps parce qu'on était pris sur les coachs, tout ça a été pris sur beaucoup de choses, mais ça intéresse pas mal de personnes donc on va faire ça. Gérald, invité. Un peu la galère à chaque fois d'inviter. Je vais dire que j'ai invité. Ça marche pas, c'est pas grave, on refera plus tard. Ouais, salut Romain. Toujours pareil, c'est une galère en fait quand tu veux inviter quelqu'un sur le live, en fait, il t'envoie une invitation, tu acceptes l'invitation, mais y a rien qui se passe. Hop, tac. Les joies. Normalement, ça doit être bon là. Ah super, je te vois Gérald. Est-ce que cette fois tu me vois ou pas du Eh tout? non, je te voyais tout à Ok. l'heure là et maintenant que moi je suis connecté, Ouais, je te vois plus. ouais, mais c'est parce que t'es trop beau gosse et en fait, il y a que toi qui dois être sur la vidéo, c'est pour ça. Ouais, c'est sympa ça. Il mange Ok, bien ce live. ouais. Donc en fait, là tu sais, comme d'habitude, toi tu te vois, mais moi je suis dessus sur l'écran, les gens nous voient tous les deux. D'accord. Donc ça c'est cool. Donc comme je disais tout à l'heure, Force Pedal Coaching, ça fait un paquet de temps qu'on n'a pas refait de live. Là le but c'était de refaire un live justement avec toi Gérald, parce que tu deviens une personne, tu étais déjà une personne importante dans la Légion, et je trouve que c'est encore plus cool de pouvoir discuter avec toi sur différentes choses autour de la Légion. Il y a pas mal de petites questions que je vais te poser. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup aussi de légionnaires qui passent par Force Spéciale Coaching, parce qu'on a certains légionnaires qui sont déjà dans la Légion et qui veulent après rentrer dans une unité changée pour aller au premier ou dans différentes unités. Donc ça, tu D'accord. vas peut-être pouvoir aussi nous éclairer là-dessus. Et après, c'est pour aussi un petit peu parler de tes trois bouquins qui viennent de sortir, plus celui qui est sorti avant, et un petit peu nous expliquer tout ça. Ça marche? Ce que je fais, Allez, je ça te marche. laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis après, je te poserai les questions tranquilles. On fait ça tranquille, comme d'hab. Et on en a pour 1 heure max, parce que notre temps est précieux, et à 21 h, on stop. Ça marche. Parfait. Je te laisse te présenter, Gérald. Allez. Bah voilà, bonjour à tous pour ceux qui sont connectés, bonsoir plutôt. Donc voilà, je m'appelle Gérald et je suis actuellement connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Major Gérald, puisqu'on a fait des vidéos, des tutoriels de sport pour la Légion étrangère qui ont rencontré un certain succès et ça a permis à la Légion étrangère d'être boostée sur les réseaux sociaux et de générer du recrutement.
Donc voilà, et aujourd'hui, donc ça a pris pas mal d'ampleur et ça permet de faire aujourd'hui des livres, des émissions et de faire connaître un peu plus la Légion étrangère et moi-même au passage, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le parcours en lui-même. Voilà. Ok, cool. Alors, je vais commencer avec la première question. On va aller crescendo. On nous a demandé en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre la Légion étrangère? Pourquoi la Légion étrangère? Le déclic, comment ça s'est passé? Alors, c'est là, j'ai souvent cette question-là. Donc la réponse est toujours la même. Moi, je viens d'une famille de militaires. Toute ma famille était militaire et mon père était au premier PIMA. D'où mes origines basques, enfin que je suis né à Biarritz et que j'ai habité Bayonne. Parce que mon père est un ancien du premier PIMA. Et j'ai été élevé, baigné dans la culture militaire depuis le début. Donc mon père m'a directement orienté là-dessus. Moi j'ai mordu à l'hameçon, j'ai été fanatique militaire dès tout jeune. Je suis rentré aux écoles militaires à Autun à l'âge de 11 ans. Ok. Et donc je suis resté Au 4 revoir. ans là-bas. Ok. Et à l'issue donc, je suis rentré dans la Légion étrangère à 17 ans. J'étais intéressé par les commandos marines à un moment donné, le premier PIMA aussi, bien sûr. Hein. Mais bon, finalement, c'est la Légion étrangère où je suis rentré. Ok. Et tant qu'on parle justement de ton père qui était, je fais une petite parenthèse parce que tu m'as partagé cette anecdote. Pour ceux qui justement qui sont au premier, qui nous regardent, parce que je sais qu'il y en a, ou ceux qui veulent rentrer au premier, il n'y a pas il y a pas un petit record peut-être à tester, ou alors, je sais pas s'ils peuvent encore le tester, mais il y a un petit record qui est détenu par ton père au premier. Ouais, bon, mon père, pour l'histoire, a été un pentathlète militaire, puisqu'à l'époque, l'armée française faisait des compétitions de pentathlon militaire, 5 épreuves, dont l'épreuve reine. Et si ça intéresse quelqu'un, on donnera les 5 épreuves tout à l'heure. Et l'épreuve reine, c'était le parcours du combattant. Donc à l'époque, il y avait des chronos qui étaient, par les ténors du parcours, qui étaient vraiment exceptionnels. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ça aujourd'hui, puisqu'on n'a plus de spécialistes de cet ordre-là. Et mon père faisait partie des ténors du parcours. Il tournait le parcours du combattant en moins de 2 minutes 25. Donc ce qui est un Oh, temps assez c'est énorme. considérable. C'est diabolique, c'est diabolique. En Ouais. fait, comparativement, ce serait de l'ordre, si on le rapporte aux 100 mètres, sprint, c'est de l'ordre de moins de 10 secondes aux 100 mètres à peu près. Et après, mon père, lui, la citadelle du premier PIMA, c'est une citadelle de Vauban, le génie militaire de Louis XIV, qui a construit beaucoup de citadelles, dont Montlouis et beaucoup en France. Et les remparts font 11 mètres de haut. Et mon père, à l'époque, lui, sautait des remparts. Il arrive en bas, il faisait un roulé-boulet. Donc ça a été un exploit qui n'a jamais été réédité. Il a une plaque à son nom sur le rempart de la citadelle au premier PIMA. Ok, ok. Je sais, il me semble qu'il y a Marco sur le live, un collègue qui est là-dessus. Bah voilà, Marco, tu sais ce qu'il te reste à faire pour égaler ce record-là, sauter de 11 Ouais, mètres avec le c'est volley-ball. alors à l'époque c'était de l'herbe par terre, maintenant c'est goudronné, c'est un parking, mais, C'est le mais challenge. hein, C'est c'est le le challenge. challenge. Ouais. Mais vraiment en fait, on peut même pas parler de préparation physique, psychologique. Il y a vraiment beaucoup de risques à faire pour un être humain à faire un saut d'une telle hauteur. Ouais. Les Ok. répercussions sont sur le plan parce que squelettiquement, le corps humain n'est pas habilité à recevoir un tel impact. Et bon, lui, c'est passé à plusieurs reprises, mais c'est vraiment pas à conseiller. Ok. Cool. Cool, cool. Une autre question, genre, en même temps, comme il y a des questions qui passent, je sais pas, je pense que tu les vois aussi, il y a des questions qui passent, des fois qui sont intéressantes, donc je me permets de prendre ces questions, même si je connais la réponse, mais il y a quelqu'un qui demandait s'il y a des forces spéciales au niveau de la Légion. Alors, il n'y a pas forcément peut-être des forces spéciales, mais est-ce qu'il y a des groupes qui s'apparentent aux forces spéciales dans la Légion étrangère? Ouais, voilà, donc la Légion étrangère n'a pas de force spéciale pour la très simple raison, c'est que nous servons à titre étranger. Donc on n'a pas accès à tout ce qui est confidentiel défense, qui est réservé aux forces spéciales. En revanche, la Légion étrangère a bien sûr des équipes particulières, dont les GCP, le groupement de commandos parachutistes, les chuteurs opérationnels du deuxième REP à Calvi. Il y a les commandos montagne, les GCM du deuxième REG sur le plateau d'Albion. Et après, il y a les équipes de plongeurs, d'INOPS. Chaque régiment a ses petites équipes, ses petits groupes spéciaux, quoi. Ok, Et qui vont servir la Légion étrangère et la division d'appartenance à laquelle elles sont. Pour le deuxième REB, ça va être la brigade parachutiste. Enfin, maintenant, c'est des brigades, hein, c'est des divisions. Et pour le deuxième RUI, les régiments comme ça, ce sera la division légère blindée. d'accord. Il y a une autre question que je trouve aussi intéressante, c'est une question beaucoup se la poser, et ceux qui connaissent pas trop la Légion, c'est avant la Légion étrangère, souvent il fallait forcément, il y avait beaucoup d'étrangers, et on disait qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient avec pour échapper un peu à la justice.
Et donc, pour échapper à la justice, et comme il ne pouvait pas rentrer dans l'armée régulière, il s'engageait dans la Légion étrangère. Et est-ce que ça a évolué ou alors tu peux rentrer toujours tout ce qui est crime de sang, quelqu'un qui a fait ça à l'extérieur, dans un autre pays, arriver à la Légion et rentrer avec un casier qui est assez grand ou alors comment ça se passe? Elle est sympa la question. Alors en fait, le recrutement Légion étrangère a toujours évolué suivant les flux géopolitiques de l'histoire. Voilà, donc en 39-45, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu effectivement des anciens SS qui sont rentrés à la Légion, mais eux, ils avaient le choix, c'était soit le peloton d'exécution, soit la Légion étrangère. Donc pour la plupart, ils ont été dans la Légion étrangère et ils ont payé un lourd tribut après, ils ont été en Indochine où la Légion étrangère a payé vraiment une facture humaine très très importante. Euh, la Légion étrangère, c'est une deuxième chance. Elle offre toujours la chance aux gens, mais chaque cas est étudié particulièrement. C'est-à-dire que tout ce qui est crime de sang, crime sexuel, grand vol, trafic, etc., l'individu ne sera pas recruté aujourd'hui dans la Légion étrangère. C'est très filtré. La Légion étrangère, elle a accès aux renseignements internationaux, dont notamment Interpol. Donc, ils arrivent à se renseigner de manière assez précise sur les gens. Et quelqu'un qui a un lourd passé judiciaire ne rentrera pas à la Légion aujourd'hui. Ok, top. Moi, j'ai une question aussi, pareil, qui est sur l'expérience de souvent on croisait les légionnaires à la galette bretonne, que ce soit à Djibouti ou dans d'autres lieux où il y avait les régiments de la Légion. Et en fait, on les voyait souvent habillés en tenue, sortir le week-end alors qu'ils sont plus de service. Et est-ce que c'est toujours d'actualité dans la Légion? C'est-à-dire qu'il faut atteindre un certain grade pour pouvoir sortir en civil ou voilà, comment ça se passe pour ça? Voilà, ça se passe que pendant le premier contrat de 5 ans qui est de 5 ans de service, premier contrat de 5 ans, les gens doivent sortir en tenue de sortie. Ok. Donc Voilà, là, la à seule, Aubagne, quand ils sortent, s'ils sont tous ceux d'Aubagne, Carpiane, ils sortent aussi en tenue pour faire les ouais, courses et ils tout. sortent Ok, en tenue. Ouais, c'est ça. Il y a eu des exceptions pendant la période Covid et pendant pas Covid, pardon, pendant la période des attentats où il fallait désilhouetter les militaires par raison de sécurité. ouais, Mais là, c'est revenu, donc les gens sortent en tenue militaire, contrat. Sauf si le gars, il arrive à être sous-officier en moins de 5 ans. À partir du moment où il est sous-officier, il peut sortir en tenue civile. Mais sinon, quelqu'un qui est toujours militaire durant après 5 ans, il peut se mettre en tenue civile. Mais avant, c'est la tenue. ok, cool. On va rentrer un peu dans le vif du sujet sur la partie maintenant un peu plus physique. Quelles sont pour toi les qualités physiques qu'on va demander à un légionnaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit arriver comme chez nous avec un minimum de traction dès le départ, affûté comme une lame, voilà, prêt vraiment? Ou alors est-ce que toute cette préparation, il peut la faire en arrivant tranquillement à la Légion et progresser? Comment ça se passe? Alors ouais, la Légion étrangère, c'est pas tout de suite les forces spéciales, par exemple les commandos marines, il faut arriver à affûter, mais les gens en général sont issus des fusiliers marins, donc Ouais, déjà une présélection. Quelqu'un qui vient s'engager à la Légion étrangère, il y a bien sûr une sélection, dont notamment des tractions, un test Luc léger, il doit nager à 50 mètres, mais on ne demande pas de performance extraordinaire. Il faut que le gars il remplisse les conditions et ensuite il aura tout l'entraînement qui va être fait s'il est sélectionné au 4e régiment étranger, à Kassamodari, qui est l'école de la Légion étrangère, où là, vraiment, il va rentrer dans le vif de la formation. Mais de base, les tests sont accessibles à quelqu'un qui s'entretient physiquement. ok. Et ensuite, une fois qu'il fait les tests et qu'il rentre dans la Légion, après, comment ça se passe pour évoluer il veut évoluer justement pour aller dans un groupe, que ce soit deuxième rep ou un groupe un peu plus spécialisé, comment ça se passe? Alors là, il va aller faire comme je viens de te dire, ses 4 mois d'instruction à Castelnaudary, la durée de 16 semaines. À l'issue de cette instruction, il y a un classement et par rapport au classement, il pourra choisir son affectation. En général, les premiers prennent le deuxième rep. Après, quelqu'un qui a déjà pour objectif, qui veut être par exemple commando montagne ou plongeur, il va plus s'orienter sur un régiment du génie. Voilà. Quelqu'un qui veut vraiment être dans le combat de l'infanterie, il va aller au deuxième régiment étranger d'infanterie à Nîmes. Mais le classement est proposé par rapport, enfin les affectations sont proposées par rapport au classement. Ok, Et ensuite, une fois que l'individu rejoint ces régiments-là, bah, à lui encore de faire la démarche et d'annoncer son volontariat par rapport à ces groupes spéciaux. ok. En tout cas, c'est cool parce que je vois les petits messages et en fait, c'est vraiment pour eux, le Major Gérald, c'est vraiment la rigueur, la France, c'est les droits. Il y en a un qui a marqué même les cahiers derrière, ils se tiennent à carreau avec le Major Gérald. Donc, je trouve Ah, ça, sympa. tout est nickel, c'est cool. Le côté bazar, c'est ma femme, hein, c'est pas moi. C'est ça, exactement. Il y avait une question aussi, je l'ai vu passer. Pourquoi tu n'es pas rentré dans les commandos marines ou tu n'as pas essayé les commandos marines? Quelqu'un qui a posé la question là.
Parce que bon, moi comme je t'ai dit, j'étais aux écoles militaires étant gosse. Je suis rentré en 1984, j'avais 11 ans et demi, et l'opération Kolwezi du deuxième REB qui est intervenue en 1978 avait toujours un énorme retentissement. Et les cadres de là-bas nous parlaient de cette opération aéroportée, et ça avait eu un retentissement mondial puisque les dernières opérations aéroportées de l'armée française dataient de l'Indochine. Ouais. Donc, si tu veux, voilà, c'était le deuxième rep, on entendait parler que de ça. Et moi, je connaissais pas vraiment. Moi, j'étais vraiment à l'époque orienté première PIMA. Et j'ai connu aussi les commandos marines, donc au biais des écoles militaires. Et quand ensuite je suis retourné dans le civil et que là, c'était vraiment la croisée des chemins, où je vais, qu'est-ce que je fais? J'étais quand même très orienté Légion étrangère, mais j'ai quand même tenté, tu vois, j'ai passé le test pour entrer dans la marine. Ok. Et je sais pas si toi à Tu l'époque m'avais t'as pas as fait dit la même chose. ça la dernière fois. Ah non? Ouais, Ah ouais, mince. Et ouais, donc c'était le 4 janvier 1990. Tu faisais je sais pas si tu avais fait la même chose toi. Tu faisais un test, tu avais plusieurs épreuves, tu passais le test, ça durait toute la matinée plus une petite partie de l'après-midi, ouais. et tu revenais en fin d'après-midi et tu avais les résultats. Tu passais, moi je crois que je passais devant un maître principal, hein, il me semble, et moi je prétendais au fusil marin, et il me dit bon voilà, par rapport à votre quota de points, vous pouvez prétendre au fusil marin, vous avez le nombre de points requis. On va vous reconvoquer. Donc ça, c'était en janvier, 4 janvier 90. Et il me dit, vous allez être reconvoqué pour des tests médicaux et des tests psychotechniques. Et si c'est bon, vous serez incorporé fin mai, début juin. Et quand il m'a dit ça, moi j'avais 17 ans, c'était le bout du monde, tu vois, cinq Ouais, six mois, quand ouais. tu as 17 ans, je dis, waouh, c'est incroyable. Et je voulais tout de suite, là, c'était parti. Déjà, j'avais repoussé mon engagement à la Légion, que je voulais m'engager en décembre, je vais te l'expliquer après, mais et le premier RPIMA, lui, s'il me prenait, si j'avais postulé, les incorporations se faisaient au mois de septembre pour avoir 17 ans et 6 mois Ok. révolus. Et donc, c'était septembre. Alors, c'était encore plus loin pour moi, tu vois. Et surtout, le premier PIMA, j'avais changé d'optique, je voulais plus y aller parce que mon père, là-bas, c'était un loup blanc. Quand il arrivait, il connaissait tous les adjoints-chefs, il les avait formés, etc. Donc, je voulais pas arriver dans un terrain où, si tu veux, mon père était connu. Ouais, donc du coup, Voilà. tu flottes de suite à chaque fois le fils de, etc., Ouais, le fils etc. et puis mon père, je connais, il serait venu me voir, bon, tu t'es bien comporté, t'es bien habillé, rectifie ta tenue, il m'aurait fait, il m'aurait fait un encadrement en plus de l'encadrement, tu vois. Et puis voilà, je voulais pas marcher sur le terrain de mon père, tu vois. Donc je suis parti à la Légion, au final, incognito, et C'est voilà. bien passé, t'as fait une super carrière, parce que là, Ouais, sympa. tu me disais, ça fait 35 ans de Demain, carrière. C'est demain, demain. 35 ans. Putain, Demain. ils vont dire, faut que les gens ils vont marquer joyeux anniversaire, Major Gérald, pour les 35 ans de carrière. C'est énorme. Et moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton passage, justement, alors, ton passage, ta partie sportive de haut niveau. Parce que donc, tu as été athlète de haut niveau dans la Légion. Et pourquoi après, t'as pas continué, justement, et exploser tout là-dessus, avoir, comme maintenant, on voit beaucoup d'athlètes dans l'armée qui sont payés par l'armée, qui continuent dans tout ça. Toi, pourquoi tu as arrêté? Ah, alors, donc moi, j'étais athlète avant la Légion. D'accord? J'étais judoka, lutteur et sambo ouais, à Bayonne. Voilà, j'étais à l'Aviron bayonnais en judo et j'étais au club olympique bayonnais pour la lutte et le sambo. Alors, j'avais un niveau national dans les trois. Le judo, j'étais pas passé au championnat de France, j'avais été éliminé en qualification avant, mais bon, j'étais pas mauvais comme judoka quand même. Et en lutte, j'ai fait une médaille d'argent au championnat de France en Ouais. junior, et en sambo, j'ai fait une médaille de bronze au championnat de France. Ah, c'est Et énorme. donc après, ouais, sympa. Donc après, j'ai tout laissé tomber, je me suis engagé à la Légion étrangère. Et là, le sport de haut niveau, ça a été terminé. Parce que la Légion, bah, c'est la formation du combattant et tu es à l'entraînement, section de combat, prêt à être déployé, les stages, etc. Comme le même fonctionnement qu'un régiment ou des forces spéciales, des commandos marines, tu vois. Ouais. Moi, à l'époque, j'étais à Calvi au deuxième rep, donc en plus en Corse, isolé, donc pas de possibilité. Et en fait, je suis resté à Calvi jusqu'en 2003. Ensuite, j'ai été muté à Djibouti. Tu as dû connaître le centre d'entraînement commando Ouais, bien d'Artaplage. sûr. Voilà, j'ai été instructeur là-bas pendant 2 ans. C'est cap. Et au CECAP, ouais. Et au retour, j'ai été muté à Aubagne. Et Aubagne, ce n'est pas un régiment opérationnel. Donc pour moi, c'était un peu un choc culturel, un choc émotionnel d'arriver là-bas. Surtout que les gens qui sont en centre commando, en général, quand ça se passe bien, ils ont l'affectation de leur choix. Donc je ne retourne pas au deuxième rep. En deuxième choix, j'avais le quatrième régiment étranger parce qu'à l'époque, j'habitais Bayonne, c'était le plus proche. Et je me retrouve au premier E pour la simple raison que le chef de corps du premier régiment étranger à Aubagne était l'ancien colonel en seconde du deuxième rep. Donc il me connaissait, il m'avait à la bonne et il m'a récupéré. Donc ça s'est goupillé comme ça. Et en fait, Aubagne n'étant pas un régiment opérationnel, j'ai pu avoir plus de temps
et faire de la compétition. Et là, j'avais trois choix qui se présentaient. Soit je reprenais le judo, soit je me mettais à l'athlétisme parce que j'avais été détecté pendant les stages à Fontainebleau sur le 400 mètres. Je T'as courais été détecté dans tous les sports, en fait. ouais, tous non, mais le 400 mètres, je courais sans entraînement en 50 secondes. Wow, Et j'avais deux trois chronos en moins de 50. Donc c'était classé énorme. national 3. Ouais, j'avais gagné les championnats de Corse et j'avais fait les championnats interrégions à Nice en 99. Et donc, je voulais faire de la boxe anglaise. Et donc, au régiment, au premier E, il y avait un adjudant avec qui on avait presque fait l'instruction ensemble, on s'était engagé ensemble. Il s'appelait Laurent Carciot. Il avait monté un club de kickboxing. Et donc, je vais chez lui, et donc lui, il me prend à son club, il me voit boxer, il me dit putain, t'es vachement bien et tout, parce que j'avais fait à Fontainebleau l'instructeur sport de combat, le prévôt fédéral en boxe anglaise. Et donc on va à Marseille, dans un club de boxe anglaise, chez Monsieur Molina, qui était le plus grand manager du monde, le plus titré. Il est décédé il y a 2 ans, le pauvre. Et donc lui, à ma déception et à sa déception aussi, j'allais avoir 33 ans, donc trop vieux pour prendre une licence amateur en boxe anglaise. Ah, Donc on m'a orienté en kickboxing et Monsieur Moulina m'a suivi en kickboxing en full contact et c'est là que j'ai démarré une carrière d'athlète, mais à 33 ans. Alors c'était pas prévu que je sois athlète, hein. Au début on m'a pris une licence amateur pour voir ce que j'allais faire. Mes débuts en amateur à 33 ans sont très très bien passés puisque j'ai tout gagné en amateur et l'année d'après on m'a conduit en professionnel. Et donc ça a démarré comme ça. Et j'ai eu un arrêt en 2010 parce qu'en finale du championnat d'Europe de full contact, je suis touché à l'œil gauche. J'ai une fracture du plancher orbital assez ok. sérieuse qui nécessite une opération chirurgicale. Donc là-dessus, j'ai 10 mois d'arrêt. Et surtout, ce qui a été dur psychologiquement, c'est que pendant la convalescence, il n'était pas certain que j'ai l'aptitude médicale pour revenir à la boxe après. C'est pas comme une entorse ou une fracture classique où on te dit, bah, t'attends 6 semaines, 8 semaines et tu peux reprendre. Là, c'était vraiment l'incertitude. Et quand le chirurgien a donné son accord pour la reprise de la boxe, donc on est reparti. Et donc j'ai fait les championnats du monde de Kawan en 2011 en équipe de France. Là, je fais quart de finaliste. Je me fais casser les côtes en quart de finale, dommage. Et je gagne le championnat d'Europe en 2012. Mais entre-temps, les ressources humaines Légion étrangère m'ont muté à, au PAM, au personnel à mutation, à fin 2011, m'ont muté à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, à l'été 2012. Donc ça m'a statué la carrière là-dessus. J'ai fait 2 ans aux Émirats Arabes Unis. Au retour, j'ai été muté à Casandari pendant 2 ans. Donc là-bas, c'est une petite ville, il n'y a pas grand-chose autour. Donc j'ai continué à m'entraîner, mais pas de compétition. Et je suis revenu à Aubagne en 2016 avec l'intention de reboxer. Donc je retourne chez Monsieur Moulina. Ah, lui, il discutait pas, Monsieur Moulina. Ouais. Il dit, t'es resté on était resté en contact. Hein. Il me dit, t'es toujours entraîné. Je dis, oui, oui, je suis entraîné et tout. Il me dit, OK, test match. Donc, sur le ring, test match avec les boxeurs et tout. Il me dit, OK, c'est bien, ben, t'es en condition. Bon, j'ai juste pris du poids. Et en fait, on fait tout le déclenchement de la visite médicale. Et à la visite médicale, là, la fracture du plancher orbital que j'avais eu, enfin, le choc que j'avais eu dans l'œil, s'était dégradé et j'ai eu une cataracte. Parce que normalement, les gens plus âgés. Et donc, elle était très épaisse. J'avais une perte de vue importante. Il a fallu m'opérer. Et donc, comme j'ai été opéré de l'œil, j'ai perdu toutes les aptitudes médicales pour faire de la boxe, pour continuer la boxe. Ok. Donc, Et là, tu continues quand même maintenant avec les différentes vidéos, mais là, je vu que tu te protégeais un petit peu, et puis bon, normalement, c'est totalement différent, mais c'est quand même un sacré parcours sur la partie sport de combat. C'est énorme, c'est bien. Et justement, toi, ce que tu vois par rapport à tout ce que tu as pu faire justement dans cette partie et que tu continues à faire en sport de combat, tu vois, à cette époque, en voyant de plus en plus d'anciens militaires qui essayent de performer et de repartir sur la partie haut niveau, comme le fait notre ami, notre pote Benoît, qui maintenant est à l'UFC. Est-ce que tu penses que si tu avais gardé justement ces aptitudes, c'est quelque chose qui t'aurait intéressé de couper avec la Légion pour rentrer dans une organisation pour faire que ça, que du combat? eh ben, écoute, tu sais, ça a été la question parce que quand les ressources humaines m'ont muté à Abu Dhabi en 2012, alors au départ, moi, quand on m'a proposé le départ à Abu Dhabi, je dis non, ça m'intéresse pas, je préfère rester. Donc tout le monde était surpris parce que tout le monde voulait aller à Abu Dhabi à l'époque. C'était la destination qui venait d'arriver pour la Légion, tout le monde allait là-bas. Et là, on me donne l'ordre, écoute, t'as pas le choix, c'est soit tu pars, soit t'es non engageable. Bon, putain, je choc émotionnel, pardon. Et là, en fait, j'allais avoir 23 ans de service, j'étais adjoint en chef et j'avais 40 annuités. Parce que je venais du Ouais, REP, j'étais plongeur, j'avais sauté les missions, etc. J'étais à 40 annuités. Et là, je vais voir Monsieur Moulina et je lui dis, Monsieur Moulina, qu'est-ce que je fais? Voilà, soit je m'arrête et je me lance dans la boxe complètement,
et je prends la retraite et je fais un boulot à côté et j'essaye la boxe. Qu'est-ce que je peux faire? J'étais vraiment. Et là, Monsieur Moulina était très pragmatique. Il m'a dit, écoute, la boxe, c'est pas un métier. C'était en fait le boxe pied-point à l'époque n'était pas vraiment rémunéré. On avait des primes de combat, mais c'était pas non plus des folies. Ouais. Et il me dit, écoute, tu as déjà été blessé. C'est des sports qui sont compliqués parce que justement le facteur blessure, le ceci, le cela. Il m'a dit, est-ce que tu reviens au bagne au bout des 2 ans? J'ai dit normalement oui, ça doit être bon. Il me dit écoute, entraîne-toi, fais ton séjour, reviens et je te reconduis après sur les combats. Donc je retourne aux ressources humaines et là je demande est-ce que au bout des 2 ans vous me mutez, je reviens au bagne. Et là par contre j'avais pris une décision, c'est que s'il me disait non on peut pas, là je partais. Et en fait les ressources humaines me disent oui oui non c'est bon tu reviens au bagne ça c'est sûr on s'en occupe et tout. Ok très bien je pars. Et en fait, au final, il y a eu un couac et je me suis retrouvé au quatrième RE au retour. Donc, tu vois, j'ai perdu 2 ans. Donc, Ah, à un moment donné, c'était question ouais, que je quitte pour. Et après, bon, maintenant que j'ai l'aptitude médicale qui a sauté à cause de l'œil, les sports de percussion sont finis. Et après, je me suis mis au grappling. J'étais dans un club de MMA à Aubagne, j'étais en grappling. Et j'étais pas mal puisque je venais du judo, de la lutte, etc. Et j'ai eu après une névralgie cervico-brachiale où là, il a fallu m'opérer des cervicales parce que j'ai perdu beaucoup de force et de volume dans le bras droit et dans l'épaule. Donc ça a été un peu une sacrée descente aux enfers à un moment donné avec ça. Et j'ai été opéré il y a 1 an et demi. Donc là, j'ai repris de la force, j'ai repris du volume. Surtout, je ne régresse plus. Et je suis pas encore retourné en club de jiu-jitsu et de grappling parce que j'ai pas retrouvé toute la force encore. Et je veux voir un peu pour. Alors le kiné et le chirurgien m'ont dit que je pouvais reprendre, mais à titre personnel, je veux reprendre un peu de force, pas aller comme ça un peu plus faible encore. Tu vois. ok. C'est cool, c'est marrant parce que tu vois, il y a pas mal de légionnaires qui sont sur le live et il y en a certains qui donnent des petites anecdotes. Là, il y en a un qui marque, qui me régale, le major. Après les sélections, je me souviendrai toujours du footing à Aubagne. J'avais bien transpiré. Il y en a un autre qui nous a dit, ouais, le major, une légende, vraiment comment dire, une référence pour tous les militaires actuellement et tout ce qu'il Ah, putain, c'est sympa. tout ce qu'il dégage. Le major, c'est un cyborg. Le major, donc c'est vraiment cool. Il y en a un qui nous a marqué, un légionnaire. Alors, j'ai pas trop fait attention, mais il dit, oui, faut pas oublier les légionnaires qui sont en Guyane aussi. Et du coup, ça me fait sauter sur une des questions. Est-ce que tu as fait forcément les stages en Guyane en tant que légionnaire et comment tu l'as vécu ces stages? Que c'est des stages qui sont assez durs. Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, le stage en Guyane comme légionnaire, je l'ai pas fait puisque je suis resté à Calvi. Ouais, je suis resté 13 ans et demi à Calvi, donc tout l'essentiel de la carrière à Calvi. Par contre, j'ai été en Guyane comme instructeur au Sefeu en 2009. Ok, J'ai voilà le Sefeu là-bas à un moment donné a eu un énorme groupement de stagiaires, dont notamment les élèves officiers de Saint-Cyr. Ils avaient énormément de stagiaires, ils n'étaient pas assez en quantité d'instructeurs, donc ils ont fait une demande aux ressources humaines à Aubagne de détacher des instructeurs. Et donc je suis parti détaché pendant 3 mois pour encadrer des stagiaires là-bas. Donc si tu veux, moi j'ai pas fait le stage que peut faire un jeune légionnaire là-bas, mais je suis passé là-bas comme instructeur. ok, cool. Il y a une question qui demande si tu comptes faire aussi des rencontres avec tes abonnés à Paris. Bah alors, Justement, quand tu fais des déplacements, est-ce qu'il y a des rencontres qui sont organisées ou alors si tu fais comment ça se passe si tu fais des signatures, justement, on va parler des bouquins après, est-ce que tu rencontres les gens ou, parce que c'est vrai que nous, en fait, sur la partie Force Special Coaching, on l'a pas trop fait. Pourquoi? Parce que on a pas mal de gens qui veulent nous voir, mais le problème, c'est que comme on est en plus un peu partout et quand on fait comment je pourrais dire, quand on fait des réunions entre nous, on essaie de se voir dans des endroits qui sont un peu privés, pas forcément, je veux dire sécurisés, mais comme chez nous dans le groupe, bah, il y a des gens qui étaient sur différentes missions et bah, tu connais les missions. On ne sait jamais qui est qui, et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment fait de trucs, nous, ouverts au public dans un magasin à signer des autographes. Et justement, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vas faire par la suite lorsqu'il y a comment dire, des organisations de dédicaces et tout ça? Alors, si ça se fait, oui, je le fais, parce qu'en fait, si tu veux, moi, comme je suis toujours en activité et que la Légion étrangère, c'est quand même très rigoureux, très tenu, tu as toujours besoin de l'autorisation du commandement pour faire des activités grand public, on va dire. Donc là, par exemple, je monte la semaine prochaine à Paris parce que je vais faire une interview pour faire la promotion des livres. Mais c'est l'éditeur qui a fait les livres là de Boeck Supérieur qui a fait la demande au commandement de la Légion étrangère pour que je puisse monter à Paris le faire. Tu D'accord. Et vois. à cette Après, occasion, il y a des gens qui peuvent te rencontrer ou pas? euh, alors là, je suis sur un plateau de l'émission, tu vois. Mais si je rencontre des gens, je peux leur signer les livres sans souci, ça, il y a aucun problème. Mais après, moi, sans autorisation, me mettre à un comptoir pour signer, ça, c'est plus Ok. difficile. Ouais.
Bah donc, en fait, ceux qui ont écouté, là, qui ont entendu, vous prenez les bouquins que vous avez achetés du Major Gérald et puis vous les mettez dans votre sac à dos, vous allez sur Paris, semaine prochaine, et puis vous croisez les doigts pour le croiser, comme ça. Ouais, Vous irez. et après, là, tu sais, t'as la fête de la Légion, c'est Cameron, 30 Ouais, avril et 1er mai, la kermesse. Et à Aubagne, donc, il y a énormément de monde parce que la prise d'armes de Cameron à Aubagne, c'est quand même la troisième ou quatrième plus grande prise d'armes de France. ouais. Tu Je vais as essayer le de 14 passer, juillet. moi, cette année, là. J'ai été invité plusieurs fois, mais j'ai pas eu. Je vais essayer de passer Ah, cette année. faut que tu viennes, Ouais, franchement, c'est à voir. Et puis tu vas voir du monde que tu imagines pas. Peut-être ouais. il y a 7-8 000 personnes sur la prise d'armes, c'est énorme. Donc il y a le 14 juillet, c'est la plus grande prise d'armes. La deuxième, c'est le Triomphe à Saint-Cyr. Et la troisième, je crois que c'est Aubagne. Il y a peut-être une autre qui se greffe entre, mais Aubagne est troisième ou quatrième. C'est Cameron à Aubagne. Et là, il y a beaucoup de monde. Et l'année dernière, j'ai des gens qui sont venus avec le livre Major Gérald et je leur ai signé, je leur ai fait une dédicace. Top. Et ben justement, on va un petit peu rebondir donc sur tes livres. Si tu peux nous faire une présentation justement du premier livre que tu as écrit pour ceux qui peut-être l'ont pas encore, et puis nous expliquer un peu pourquoi tu as écrit un livre, qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans, ça sert à qui, pour qui, voilà. Alors là, le premier, c'est Major Gérald, la préparation physique et mentale du légionnaire. En fait, quand on a commencé avec la Légion à émerger sur les réseaux sociaux, essentiellement pendant la période Covid et après Covid, donc c'était 2020, 2021, il y a beaucoup d'éditeurs qui m'ont contacté pour écrire la biographie. Donc, bon, d'une part, fallait l'accord de la Légion étrangère parce que j'étais toujours en activité. Et moi, une biographie, j'étais pas vraiment intéressé. En fait, j'imaginais pas que des gens pouvaient s'intéresser Ouais, à ma vie, tu vois, mes c'est souvent campagnes, ça, tout ouais. ça. Ouais, tu vois, ou même. Et je suis surpris des fois. L'autre fois, j'ai fait une interview pour la Sueur et les gens sont intéressés. Ils ont des questions, tu vois, sur des anecdotes de stage, de mission. Tout les intéresse et c'est vachement sympa, je trouve. Mais moi, je m'attendais pas à ça. Donc, si tu veux, sur les biographies, je répondais systématiquement non. Et de toute façon, la Légion étrangère ne validait pas forcément. Et en fait, les éditions Solar, eux, ont contacté en disant on veut des programmes de sport. Donc là, ça a intéressé la Légion. Ils m'ont envoyé sur Paris, justement. On a profité de vidéos sur Paris pour faire cette doublette. Donc on va chez les bureaux de Solar. Et eux, ils me demandent, voilà, est-ce que vous pouvez faire un programme pour les débutants, pour les intermédiaires, pour les confirmés? Est-ce que vous avez quelque chose? Et là, je leur dis, bah, écoutez, moi, j'ai des cahiers d'entraînement depuis presque 20 ans où je raconte toutes mes séances, tous les jours sont marqués. Vous avez la préparation au championnat du monde, au championnat d'Europe, les régimes, les blessures, les reprises après blessures. Et là, écoute, ça m'a fait plaisir. C'était des mouches sur un pot de miel. Ils se sont Ok, oui. complètement électrisés. Oh, on peut avoir les livres, ils sont où les cahiers, mais qu'est-ce que c'est, tac, tac. Et donc, c'est comme ça, j'ai donné des programmes d'entraînement qu'il y avait dans ces bouquins-là. Tu vois, on a sélectionné plusieurs trucs et on a fait ce livre Major Gérald avec des programmes d'entraînement que j'avais mis au point, que j'avais certains pratiqués, hein, forcément. Et ils ont fait ce livre Major Gérald. Voilà. Ok. Et donc les trois autres bouquins qui viennent de sortir, c'est quoi exactement? C'est la même chose ou c'est différent? Ouais, alors là, j'avais été contacté par les éditions de Boeck Supérieur, Ok. qui eux ne voulaient pas faire la version militaire Major Gérald, ils voulaient la version civile. Et en fait, comme j'arrivais à peu près à la fin du contrat, bon, je l'ai engagé après, mais normalement, ils avaient prévu qu'on sorte les livres en août 2025. Mais en fait, si tu veux, comme tu me demandes des programmes de sport, nous, comme on est sportifs, on a plein de programmes Ouais, à, ouais, tu bien vois, sûr. quasiment fait, tu vois. Donc, je dis, bah, écoutez, moi, c'est déjà prêt. Et le pigiste avec qui j'avais travaillé, ils n'avaient pas d'idée vraiment orientée. Et lui, à force de discuter avec moi, il a dit, ah, il y a pas mal de secteurs. Moi, je propose qu'on fasse 3 livres. Un sur la performance sportive. Deux, sur le sport, après les blessures, après un certain âge, etc. Et le troisième, sur les techniques de combat. Parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes aujourd'hui sur les techniques de combat. Parce que actuellement, t'as quand même t'as deux axes. T'as la self-défense et t'as les sports de combat. Et certaines fois, ils se tirent dessus à boulet rouge. Et en fait, on a proposé de faire un bouquin self-défense, tu vois, sport de combat. Ok. Voilà. Donc, Pardon, et c'est pour tout le monde ou c'est essentiellement militaire, la partie de défense? C'est vraiment adapté aux civils, là, hein? alors, écoute, j'ai repris. Tu as connu le corps à corps à l'époque, Ouais, bien avant le sûr, ouais. tueur. Voilà. Eh ben, écoute, j'ai repris les techniques de l'ancien combat corps à Ok. corps que j'ai légèrement modelé, tu vois, mais j'ai pris le profil des séances, les saisies à la gorge, les saisies de revers, les ceintures avant, les ceintures arrière, les prises de tête latérales effectives. J'ai repris toutes ces techniques-là qui sont en fait nous à l'époque, c'était la répétition, la répétition, la répétition, jusqu'à ce que le mec ça devienne instinctif, tu vois. C'était répéter, répéter, et j'ai repris ces techniques-là que en fait tu retrouves
partout. C'est-à-dire que ce soit de la bagarre de rue ou du combat MMA, à un moment donné, le mec, il est pris en prise de tête latérale, il est pris en ceinture arrière, et tu retrouves toutes ces attaques-là, et il faut réagir. D'accord. Fais-moi plaisir en me disant que t'as pas repris la variante K-Cops où la garde était inversée et on était recroquevillé comme une tortue ninja là qui savait rien. Tu te rappelles de cette Non, garde qu'ils avaient sortie là à un ouais, moment oui, sur le. parce que ça a été la transition corps à corps Tuor. Ouais, Où là, en fait, ils ont commencé si tu veux, mettre pas mal de techniques au point, dont ils ont mis les gardes inversés. C'est un peu des gardes de ouais, rétroviseur, un peu, tu sais, c'est parce qu'ils ça, ouais. cachaient les. Ouais, ils cachent. Non, non, moi, j'ai pris l'ancien corps à corps typique, voilà. Ok. Et en fait, ça m'a permis un peu parce que moi, j'ai été de la génération où j'étais formé en corps à corps. J'étais instructeur corps à corps en 1999. Et quand je suis allé faire l'instructeur sport de combat en 2000, il y a eu la transition Tuor, corps à corps Ouais, C4. c'est ça. Donc, corps à K-Cops, corps ça Tuor. s'appelait. Il y en Ouais. a tellement, je me Ah, mélange, c'est ça. excusez-moi. Ouais, J'ai fait comme toi, j'ai fait l'instructeur corps à corps. Ensuite, moi, j'ai fait le CACOPS avec un gars qui s'appelait Findouli de l'armée de l'air, là, qui nous avait montré justement cette voilà. garde que je comprenais pas avec des attaques au couteau de partout. Et on lui disait, mais en fait, j'étais déjà au commando en fait quand j'ai fait la deuxième version. Et quand je suis revenu après, comme toi, je suis revenu au commando, je dis, bah écoutez, en fait, ils nous ont montré une version du corps à corps, mais même un coup de pied, j'arrive pas à le donner parce que je suis replié sur moi-même, ça ressemble à rien. Et quand il y avait l'instructeur à l'époque de là-bas, de la cellule, qui nous disait si, si, et puis moi, et puis il y avait beaucoup d'histoires où il s'était fait attaquer de partout au couteau, ça passe, etc., etc. Donc je dis, c'était pas terrible. Et ensuite, j'ai refait la version Tior avant de faire le sport de combat, et puis, etc., etc. Mais c'est vrai que c'était l'enfer, on va dire, cette transition qui n'était pas ouf, ouf, en fait. Ouais, donc en fait, si tu veux, moi j'ai vu cette transition-là, et si tu veux, ils ont vraiment, en fait, quand ils ont fait la transition, ils ont un peu critiqué le corps à corps, tu vois. Donc nous, qu'on avait été formés à ça et que ça nous a fait de la peine un peu, et ben, ça m'a permis, tu vois, de remettre un peu ces techniques au goût du jour, de remettre en valeur ces instructeurs qui à l'époque étaient des vieux Shibani. Hein. Ouais. Quand tu arrivais à la cellule corps à corps de l'époque, tu avais bon aujourd'hui il est major, mais tu avais Ouais, Siomeo, je sais pas si tu as connu, Numéo, bien sûr. Boxeur, Siomeo. ouais. C'est C'est- numéro. C'était, mais c'était des légendes, des tueurs. Ouais. Et puis quand ils te faisaient un cours, c'était vraiment physique, c'était vraiment intensif. Et ces gars-là avaient formé des centaines de soldats, mais ils transformaient les mecs en machines de guerre. Et t'avais aussi je sais pas si t'as connu le major Carrez, Bien le sûr. gendarme. Je l'ai eu en boxe. Ah ben voilà, lui c'était le maestro de la boxe. C'est ça. C'était certainement un des meilleurs boxeurs anglais-français qu'il y ait eu. Et alors pour l'histoire, lui était champion de France et il devait faire les Jeux Olympiques de Séoul en C'est ça. 1988. Et il a été blessé à la main, donc il n'a pas pu faire les Jeux. Et c'était une grande déception pour lui, hein, parce que c'était un athlète hors norme. Et après, il est devenu l'entraîneur du bâton de Joinville. Donc, si tu veux, des champions de boxe, il en a vu passer, il en a formé. Et lui, il nous faisait les cours de boxe. Et là, tu étais vraiment chez les maestros. Et tu avais donc des instructeurs de ce gabarit-là, des véritables seigneurs de la guerre. Et ensuite, ils ont basculé au Tuor, qui là était différemment enseigné. Et nous, on n'a pas apprécié la transition, si tu veux, qu'ils ont faite. Et moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir remettre au goût du jour ces techniques-là en les mettant à l'honneur. Tu vois. Ah, Ah, génial. Et là, donc, j'ai un peu modulé les techniques hein, quand même, tu vois, ouais, parce que voilà, j'ai fait des finalités avec écrasement, la fuite, etc. Puisque le corps à corps, c'était en garde, vigilance, tu restais face à l'ennemi. Là, pour l'adapter un peu plus à la défense, j'ai modulé un peu certaines techniques, tu vois, j'ai rajouté des coups et des fuites. Voilà. ok. Donc là, on a vu deux bouquins. Il y en a encore un normalement, hein. Tu m'en as présenté un ou Alors, deux là. là, Là, il y a donc le premier Le de premier, la ouais. trilogie qu'ils ont faite, c'est la performance Il sportive. y a un peu de photo, Donc là, il y a un peu de Photoshop sur la photo là, non? non, 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 c'est bon. Je En te fait, chambre, je te chambre. la, la photo, elle a 4 5 ans, ouais, mais j'étais Ah, un peu tu mieux. rigoles ou quoi? T'es toujours une machine, Gérald. Ouais, sympa. Non. Et j'étais plus sec, là, j'ai repris un peu de poids. Mais donc là, c'est un programme de 6 semaines avec 6 séances d'entraînement par semaine. Là, c'est vraiment un programme de sport. Il faut être quand même bien physiquement pour le démarrer. C'est-à-dire qu'il faut pas commencer par lui si le gars n'est pas préparé. Et il te permet vraiment de progresser et d'améliorer tes performances. Et il est un peu dans le style multisport. Tu vois, tu joues à pas mal d'exercices et ce qui permet de vraiment améliorer ta condition physique, notamment s'il y a des gens qui ont des objectifs ou des tests à passer, il est pas mal. Moi, je l'ai fait pour moi, je l'ai testé sur moi et ben, j'ai gagné des compétitions avec cet entraînement-là. D'accord. Et j'aurais une question justement. Si on achète ton bouquin, est-ce que le six-pack, il est forcément, on va l'avoir ou pas? C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les abdos, s'ils suivent les entraînements, ils vont avoir comme toi? Il
faut associer le travail à dos avec un régime alimentaire. Ok. Ouais, La base, ouais, ouais. la base. Ouais, parce que en fait, on peut faire autant d'abdominaux qu'on veut, on peut être aussi fort des abdos qu'on veut. Si on n'a pas le régime alimentaire, il y aura toujours le petit tissu adipeux sur la sangle abdominale qui cache le relief des carrés de chocolat qu'on veut voir apparaître. Et donc, il faut l'associer à un régime. Ok. Et le troisième bouquin? Alors, le deuxième, c'est se Le remettre deux. en forme après 40 ans. Alors Ouais. là, Ça ouais, pourrait là, être j'ai, 35 comme moi, ça. ouais, Bah, je suis déjà en forme, mais si je suis pas en forme, bah, j'en m'en servirai non, aussi. t'es balèze, c'est balèze. En fait, j'ai mis dans le même axe les, les gens qui n'ont jamais fait de sport Ok? et les retours de blessures. Parce que notamment, tu as eu des gens que moi j'ai connus, par exemple, très très physiques, les gars, 26, 28 ans, des bombardiers atomiques, et les gars, suite à une blessure, que ce soit en parachutisme, en mission, etc., ou un accident de Ouais. moto, le physique avait vraiment pris un mauvais revers, et les gars, ils ont totalement laissé tomber parce que physiquement ça suivait pas, parce que moralement ça a chuté aussi, et ça permet en fait ce programme de soit c'est un blessé, soit quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, et à 40 ans, ben, il se déclare des maladies, c'est-à-dire qu'il y a de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, il y a du diabète, etc. Ben, il faut ils sont dans le même bateau, les gars, en fait, parce qu'ils sont à la reprise, et c'est un programme d'entraînement qui est dédié à ça. C'est-à-dire que, tu vois, là, il est sur 6 semaines lui aussi, mais il est très progressif. La première semaine commence avec une seule séance, la deuxième semaine, 2 séances, troisième semaine, 3 séances, et ensuite les semaines 4, 5, 6, elles ont 4 séances. Ok. Et c'est un programme voilà, très diversifié avec des circuits d'entraînement, de la musculation, de la marche, de la course. Voilà, il permet donc aux gens, soit des retours de blessures, soit des gens qui n'ont jamais fait de sport, de démarrer le D'accord. sport. Il faut du matos ou alors on peut faire ça dehors en poids de corps? C'est quoi les séances Ouais, qui ouais, sont dedans? ouais, non, non, il est fait justement où tu peux le faire à la maison. C'est tout du poids du corps et il y a des élastiques. Ok. Parce que quand même, les élastiques, c'est un incontournable de l'entraînement parce que tu peux vraiment cibler les groupes musculaires. Parce que tu vois, l'exemple concret, tu prends un individu qui est blessé à Ouais. l'épaule et il peut pas faire de pompe, pas de traction. Ben, tu lui mets un élastique, il pourra faire des extensions, des flexions, des tirages et ça lui fait travailler ses muscles. Et ça peut même le rééduquer sur sa blessure. Ouais. Donc, les élastiques, aujourd'hui, c'est vraiment un incontournable de la rééducation et de la performance. C'est très, très bien. Ok. Parfait. Et le dernier bouquin, le Et le troisième? troisième, ben, celui qu'on a parlé tout à l'heure, hein, c'est maîtriser les techniques de combat et de défense. Et là, donc dedans, alors j'explique, je donne quelques modalités au début sur l'entraînement, la préparation physique, dont notamment, tu vois, parce que la bonne base, c'est la boxe. Ouais. La boxe, c'est la très très bonne base, voilà, pour les déplacements, la condition physique, la coordination, la garde, les déplacements, c'est vraiment la base reine. Et c'est bien de commencer par ça, par avoir ces bases-là, avant de démarrer les techniques. Parce que tu vois, quand tu vas être saisi à l'arrière, une ceinture arrière, une prise de tête, etc., avant de démarrer des percussions ou des dégagements, mais il faudra te stabiliser, il faudra être équilibré, savoir se mettre en garde, savoir délivrer un coup. Donc c'est très important d'avoir ces bases-là et ensuite de pouvoir évoluer sur les techniques. Ok. Top. Parfait, parfait. Alors, les questions, je continue. J'ai encore des questions qui sont cool. Est-ce que, comment est-ce que toi, tu as, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut faire ta carrière? C'est-à-dire qui veut rentrer jeune à la Légion et il veut faire une carrière de 30, plus de 30 ans comme toi, avec le même grade, pas rester peut-être bloqué en tant que homme du rang. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui veut s'engager justement et voilà, qui vit et qui veut faire ça. Bah alors, rester 30 ans au départ, tu le sais pas, hein, tu vois. Moi j'étais parti de base pour faire au moins aller jusqu'à la retraite, tu vois, faire comme mon père, 21 ans. Et j'étais au moins parti pour aller jusqu'à la retraite. Et après, finalement, tu vois, les choses font que nous, on est sous contrat, les légionnaires. Et à chaque fois, ben, bon, bah allez, je rengage un an, je rengage 2 ans, et un coup 4 ans, tu vois. Et puis au final, bah, demain, j'ai 35 ans. Donc je pensais pas faire autant. Je partais pour une carrière, ça c'était sûr, mais je pensais pas faire autant. Est-ce Donc que aujourd'hui, justement, quand tu dis carrière, est-ce qu'il y a une grosse différence si, parce que je sais plus si c'est comme dans l'armée de terre, tu peux faire une carrière qu'en homme du rang et où tu oui, oui. peux. C'est ça, Ah hein? Ok, oui, ah oui, bien sûr, tu peux rester caporal-chef militaire du rang, tu peux rester ou tu peux passer sous-officier et tu peux même passer officier. d'accord. Voilà.
c'est le même principe, t'as les écoles d'officiers, les concours d'officiers, et puis après, t'as par le rang, c'est-à-dire que l'individu qui est titulaire du concours de major peut postuler pour être officier après. D'accord. Et est-ce que le vieux capot-chef qui a de l'expérience est super bien, tu restes et tu restes homme du rang, tu finis capot-chef, mais par contre avec une grosse expérience et tout, est-ce que tu es respecté même si tu es un homme du rang par rapport à un jeune sergent qui va arriver? Est-ce que vous avez quand même comment ça se passe là-dessus? Oui, de toute façon, la Légion étrangère, ça marche par le respect et la rigueur, hein. Le grade et l'ancienneté sont toujours respectés, sont toujours considérés. Si le gars, il a un passé important et il est correct au boulot et qu'il est exemplaire, il y a toujours cette forme de respect. De toute façon, c'est la marque de fabrique de la Légion étrangère, hein, respect, rigueur, hein. Ouais. Ok. Voilà. Cool. Et pour revenir à ce que tu disais, à ce que tu demandais là pour faire une carrière, un jeune qui s'engage aujourd'hui, moi les conseils que je lui dirais, c'est d'être motivé, discipliné, rigoureux et de toujours donner le maximum. Ok. Top. Jusqu'à quel âge on peut s'engager dans la Légion? C'est quel âge l'âge maxi? C'est moins de 40 ans. Moins de 40 ans? Ok. Ouais, 39 ans et quelques mois, le candidat peut tenter sa chance. Par contre, quand tu arrives à 39 ans, après, tu vas être limité pour devenir pour sous-off ou tout ça. Non, parce qu'il y a un âge limite après pour faire l'école de, de sous-off, non? Alors, contrairement au régime général, la Légion étrangère n'a pas de limite d'âge proprement dit D'accord. au sein des carrières. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'engage à 39 ans, il peut, lui, par exemple, alors en général, c'est souvent des gars qui ont une expérience militaire, hein, ils ont déjà fait l'armée, donc c'est profitable pour eux. Le gars, si en 4 ans, il est apte, il est valide, il peut faire un peloton de sous-officier, se retrouver sergent à 44 ans, bien sûr. Ok. Ap- Après, bon, c'est plus on s'engage jeune, c'est mieux parce que quand même, plus tu t'engages tard, il faut après supporter quand même La la hiérarchie. vie en autarcie, Ouais. si tu veux la perte de liberté parce qu'après tu rentres plus à la maison le soir, hein. Ouais. Voilà, tu rentres à la Légion étrangère, déjà tu as 4 mois d'instruction, c'est 4 mois en autarcie dans les fermes à la Légion étrangère. Voilà. Donc plus tu t'engages jeune, plus moralement ce sera simple. Ok. Je pense que tu dois avoir une fan ou un fan parce qu'il y a un mec qui demande si tu ou une femme qui demande si tu penses faire un OnlyFans un jour. Qu'est-ce que c'est OnlyFans? L'OnlyFans, tu sais, c'est les nouveaux sites où les filles, même les mecs, font des photos où tu fais payer la photo, que ce soit pour tes pieds, ton corps et tout. C'est un truc Ouais. un peu, tu vois. Ah ben tu m'apprends quelque chose, je connaissais pas. Là, là, tu es une fan. Et j'ai une autre question aussi, justement, qui est intéressant. Il y a pas mal de gens actuellement qui veulent se rentrer dans de la réserve opérationnelle parce que avec tout ce qui se passe, certains Ah, veulent c'est apprendre à très se défendre, certains veulent, ils ont un petit peu, on va dire, ce truc de je veux servir à quelque chose. Malheureusement, c'est pas la majorité, mais on a quand même beaucoup de jeunes maintenant, voilà, qui veulent. Réserviste à la Légion, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu fais en tant que réserviste à la Légion? Ah ben les missions classiques du régiment, c'est-à-dire tu vas être employé, tu vas faire du terrain, tu vas monter le service. Il y a des réservistes qui arrivent même à faire des missions sentinelles. C'est ce que j'avais demandé, ouais. Et mission à l'étranger en tant que réserviste chez Oui, vous? ça se fait. Ok. Ça se fait aussi. Après, là, il y a une cellule réserve au premier régiment étranger à Aubagne. Alors, je pourrais pas te donner l'effectif complet, hein, mais moi, je suis en très bon relationnel avec le chef de la cellule réserve, c'est un lieutenant-colonel de réserve. Il est vraiment très très bien et très actif. Il fait tourner la réserve, mais c'est une réserve qui est moins active qu'un régiment opérationnel, tu vois, par Ok. exemple. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup de d'éléments à te donner là-dessus. D'accord. Mais il y a de plus en plus de gens qui rejoignent la réserve. Et de toute façon, la France, elle a besoin de monde, d'effectifs. Et ils ont même rallongé la limite d'âge pour les réservistes. Ok. Là, j'ai une question. Alors, je la lis parce que je connais pas forcément. Il y a marqué le SMV peut-il aider à intégrer les divisions réservistes? C'est quoi le SMV? C'est service militaire volontaire. Ok. C'est ouais, c'est une forme de. Je veux pas trop m'avancer si c'est parce qu'en fait, nous, on a déjà encadré au régiment une séance de sport pour une section SMV. Ah, ok. Et voilà, c'est des gens qui ont eu des soucis, des jeunes qui ont eu des soucis judiciaires, et c'est une forme de deuxième chance pour eux. Et ensuite, est-ce qu'ils peuvent intégrer l'armée ou pas je veux pas trop m'avancer, Ouais. c'est un secteur que je connais pas. Ok. Une autre question, toujours pareil, qui est assez cool. Est-ce que le stage Jaguar, pour toi, c'est vraiment le plus dur au monde? Déjà, les stages qui se font en Amazonie, déjà, Trop c'est dur. dur parce que C'est la misère. climat, le climat déjà
tu es déjà là en Guyane. Donc déjà, tu as rien que le climat, ça te met à plat. Et ensuite, c'est des stages qui sont... en fait, la difficulté de tous ces stages-là, je l'avais dit dans deux ou trois interviews, je crois, en fait, ce qui est dur, quelle que soit la formation, commando parachutiste, commando marine, les stages de cet ordre-là, Ouais, c'est ça que fait pareil. c'est de l'activité permanente, non-stop. Tu dors pas, tu manges pas correctement et tu es en activité en permanence. Donc fatalement, ça épuise le corps et avec la pression psychologique qu'on te met en plus, tu as l'esprit qui est fatigué. Donc vraiment, c'est pour pousser les gens au bout pour savoir ce qu'ils peuvent donner au final. Et les stages en Amazonie là-bas, pour avoir vu un peu la végétation, l'humidité, comment le corps il faiblit par rapport à tous ces paramètres, c'est vraiment très difficile. Ouais. Il y a aussi une question que je trouvais intéressante. C'était un gars qui a demandé, en fait, il n'est pas du tout bagarreur, c'est un triathlète, mais il aimerait bien rentrer dans la Légion, mais en fait, dans la Légion, pour lui, c'est que des gros gabarits qui s'avoinent avec la partie sport de combat, comme il avait en plus pas mal de vidéos sur Karaté Bushido avec des légionnaires qui frappaient fort et tout. Et est-ce que quelqu'un qui fait pas de sport de combat et qui est pas du tout pour les sports de combat peut quand même rentrer à la Légion? Bien évidemment, parfaitement. La Légion étrangère recrute, elle a besoin de tous les profils et tout le monde n'est pas des combattants bagarreurs. Hein. La Légion étrangère, il y a 9000 bonhommes, il y a 10 régiments, il y a besoin de tous les profils. On a des mécanos, on a des cuisiniers. Alors bien sûr, tout le monde a une formation de base de légionnaire, donc ce candidat-là, il fera à un moment donné du sport de combat dans sa formation, du tueur, du C4, il aura un entraînement, mais on ne lui demande pas de se bagarrer. Et après, il peut avoir une spécialité et évoluer dans sa spécialité. Ok. Une question aussi je la trouvais intéressante, c'est est-ce que toi tu as vu, est-ce que toi tu vois une évolution dans la Légion d'avant, celle que tu as connue quand tu es rentré très jeune, et la Légion de maintenant? Fatalement, tout évolue puisque le niveau social évolue. Et si tu veux, l'armée ne peut pas faire abstraction puisqu'on recrute les gens issus du milieu civil. Donc, à un moment donné, on recrute avec les moyens qu'on a, avec les moyens qu'on nous donne. Et bien évidemment, il y a des différences par rapport à avant. Mais ça, de toute façon, ça a toujours existé parce que moi, je me suis engagé il y a 35 ans et déjà les anciens nous disaient, ouais, c'est Ça a plus comme changé. avant. C'est toujours ça, tu sais, il y a toujours avant. C'est comme les stages co, tu sais, dès que tu le fais, tu dis non, mais c'était plus dur avant. Non, mais c'est déjà Oui, très oui, dur avant. voilà. C'était plus dur avant. Il y a une question qui était intéressante, c'est quelqu'un qui a me demandé si le fait de rentrer dans la Légion étrangère, tu pouvais acquérir la nationalité française. Oui, bien sûr. Ok. C'est automatique ou comment ça se Non, passe? c'est à la demande de l'intéressé et c'est en fonction des états de service et comment il a servi. Ok, ok. Une autre petite question, est-ce que tu aurais un truc à nous partager sur un souvenir assez marquant dans ta carrière, que ça soit aussi bien en mission ou alors en entraînement, quelque chose voilà, qui t'a marqué de toute ta carrière? Ouais, il y en a tellement. Il a, il a Celle pas. qui te fait le plus vibrer. Euh, Vivrait, il y en aurait beaucoup, mais alors en fait, je peux pas Ouais. rentrer parce que si tu veux, là, voilà, j'ai pas d'autorisation pour parler de la Légion, tu vois, avec toi comme ça. Je pensais qu'on allait parler que des bouquins plutôt, et donc je suis assez limité n'ayant pas d'autorisation. Mais pour te mettre une anecdote rigolote, si tu veux. Euh, Tu vois, dans l'armée de terre, tu as le Centre national d'entraînement commando qui est à Ouais, Montlouis. Je sais pas si, parce que je les connais, marins, ouais. Ouais, les ouais, marins, alors, on y passe aussi de temps en temps, mais on fait pas le stage là-bas à Montlouis, mais on y ouais, passe aussi. Ouais. voilà, parce que vous avez votre formation interne. Mais sinon, le reste des armées, terre, air et gendarmerie viennent se former là-bas pour être moniteur ou instructeur commando. Tout le monde passe là-bas. Après, tu as différents centres commando en France et en Outre-mer, mais les stages de moniteur et instructeur, tu es obligé de passer là-bas. Et le stage moniteur commando, qui dure 4 semaines, est vraiment un stage qui est physiquement très éprouvant. Et pour dire, ben, avant, c'était encore plus dur. Et c'est et c'est vrai que quand je l'ai fait, c'était quand même assez compliqué. Et surtout, quand les instructeurs avaient une brigade de légionnaires, ils intensifiaient la dose, tu vois. Donc nous on était en 4e semaine, tu vois, donc on allait faire toutes les synthèses et tout. Et donc bien sûr toute la nuit on dort pas, tu marches. L'arrivée se fait sur une marche commando en courant, et là se passe le fameux coxage. Donc ils nous chopent la cagoule, tac tac, ils nous mettent dans une Ouais. cave. Ouais. Ouais, c'était mois de
c'était fin mars à Montlouis, donc c'était ça caillait pas possible et ils nous arrosent, tu vois, ils nous mettent avec des seaux d'eau, ils nous arrosent, on était frigorifiés, on était affamés, épuisés comme ça, Et après, tu as la fameuse synthèse corps à corps, où là, on te met à bout, en garde, plaquage au sol, frappe et tout, Ouais. t'attaques de partout, tout. Et, et là, nous, on était attachés, tu vois, en train de se geler comme ça et tout. Et pour toi, c'est la fin du monde, quelque part, tu vois. Et là, je sais pas ce qui se passe. Il y en a un, il commence à dire comme ça. Donc, on était une vingtaine, tu vois. Il Ouais. dit, ah putain, ils auraient pu nous emmener le café quand même, hein. Et, ouais. Et de là, il y en a un qui dit, on boit un café ou on s'encule. Et l'autre, il dit, ah, mais la caféine, c'est pas bon. Écoute, ça part en éclat de rire. Mais un truc, mais incroyable. Et là, ça fuse toutes les conneries. Les gars, on mange ou on s'encule? Ah, moi, j'ai pas faim. On fait la sieste. Bon, je suis un peu grossier, mais c'était Ouais, ça. ouais. On fait la sieste. Ouais, oh, moi, j'ai déjà dormi. Je suis pas fatigué. Et là, on part en éclat de rire et on rigole comme des idiots, tu vois. Et là, les instructeurs, ils arrivent. Et les mecs, ils pètent un plomb. Tu vois, ils nous voient en train de rire. Et là, ils deviennent fous. Mais vous prenez pour qui? Là, ils nous font sortir, ils nous font encore ramasser en garde, plaquage au sol. Ils étaient dégoûtés, en fait. Et ouais. Ils pensaient arriver à avoir des mecs laminés moralement, tu sais, normalement, t'es au bout du rouleau et tout. Et là, ils arrivent, t'avais 20 Mongols en train de rigoler comme des damnés pour des conneries de daube. Ah là, par contre, mais si tu veux, ça c'est resté parce que certains qu'on est toujours en contact, on en parle. Te Ouais. rappelles, et après le stage, tu veux, les gars qu'on s'est retrouvés, parce qu'on était issus de tous les régiments, mais les gars qu'on était dans le même régiment, on se croisait dans le régiment, on disait, on boit un café ou on s'encule? Ah, la caféine, c'est pas bon, hein, tu vois. Moi, je Mais suis tu un sais, peu en fait, grossier, c'est ce désolé, mais que, c'est l'anecdote. ouais, et c'est ce que je dis tout le temps, en fait, même quand on a fait différents lives, moi, c'est ce qui reste aussi de tout ce qu'on a pu faire en unité, c'est que même dans les moments les plus durs, en fait, heureusement qu'il y a ça, en fait. Heureusement qu'il y aura toujours un mec, à un moment, qui va faire une blague, soit, tu vois, tu vas faire un truc, et puis t'as un mec qui est parti chez le coiffeur la veille, tu vas te foutre de sa gueule tu vas dire, c'est quoi cette coupe de cheveux, mais c'est une sorte c'est une sorte on va dire, c'est une façon pour déstresser, pardon, puisqu'on stresse aussi forcément, et notre stress, on doit le gérer différemment. Et du coup, à travers l'humour, à travers pas mal de choses, et c'est ça qui est cool. Et puis ça fait des super souvenirs. Ah ben, on parle Il mieux de reste ça. 5 minutes. Donc sur ton bouquin, si tu veux vite fait refaire une petite passe et sur alors pas le bouquin, mais juste une synthèse justement. Pourquoi, et en tout cas, pourquoi est-ce que vous, justement, tous ceux qui suivent le live là, ben, pourquoi vous allez demain foncer pour trouver ce livre? Ce livre-là, on peut le trouver partout dans les différents Cultura, Aubin, il y est. Ouais, il est chez Cultura, il est à la Fnac et il est sur Internet, sur Amazon. Ok. Cool, parfait. Après, bon, forcément, je pense, comme nous, tu dois être hyper sollicité sur les messages privés. Donc, je ne sais pas si jamais des gens ont des questions, comment est-ce qu'ils peuvent. Est-ce que tu as le temps de répondre? Pas forcément sur Insta, mais est-ce qu'il y a un canal où tu réponds plus facilement aux gens s'ils ont des questions, s'ils veulent voilà, des renseignements par la suite sur la Légion, sur les bouquins, sur plein de choses? Comment tu Bah, fonctionnes là-dessus? alors, c'est plus sur Instagram, ils me mettent en message privé sur Instagram. Mais après, c'est pareil, si tu veux, c'est un réseau personnel civil. Donc, sur la Légion, je peux pas vraiment donner de Ouais, renseignements. Je n'ai pas, si tu veux, la Légion est très restrictive, tu ouais, vois. Elle te donne c'est pas vraiment l'accord de normal. parole comme ça. Tu vois, même là, tu vois, je pense que j'ai été un peu borderline. Euh, mais s'ils peuvent me poser des questions. Après, si c'est vraiment sur le recrutement, des choses comme ça, l'évolution des carrières, c'est pas des renseignements que je peux donner parce que je suis pas habilité à ça. Tu vois, là, il faut qu'ils aillent vraiment au poste de recrutement. Ou alors, il y a beaucoup maintenant de renseignements sur le site internet de la Légion. Ils vont sur le site internet, ils trouveront pas mal. Après, tout ce qui est préparation physique, des fois, il y a des gens qui me demandent des programmes, mais donner un programme par internet, c'est trop compliqué, tu Oh vois. non, c'est clair. Et donc du coup, tu n'as pas le temps non plus de faire de la préparation physique, comme tu es toujours d'active, tu peux pas préparer des jeunes qui veulent rentrer, qui veulent se préparer physiquement, tu n'as pas le temps non plus. Bah, À travers, j'ai vu que tu faisais pas mal de vidéos aussi, ils peuvent regarder tes stories, tu donnes pas mal de conseils aussi en story. voilà, je fais des stories sur Instagram, l'exercice du jour. Et là, je donne un exercice, comment le travailler, à quoi il sert, etc. J'en ai fait une tout Ok. à l'heure, où je fais un doublé, par exemple, développé couché avec halter, et t'enchaînes avec un curl barre Z, prise inversée. Voilà. Mais par exemple, tu vois, si il y a des demandes des fois, tu vois, l'autre fois, j'ai encadré un stage avec Marius, Ouais. le commando marine. Tu Ah vois, ouais, on on a en fait a, un on en stage. a parlé, génial. Voilà. Et si
toi, un jour, tu veux qu'on fasse, tu vois, alors, le gars qui m'a fait venir avec Marius, c'est Défense Tactique à Rennes. Ouais. Lui, voilà, il m'a contacté. J'ai dit, il faut faire la demande à la Légion. Il a fait la demande. La Légion a accepté. Je suis monté faire cette formation. Et si toi, un jour, comme on en a parlé l'autre fois, tu veux faire quelque chose chez toi, une formation, et que j'intervienne en Major Gérald, là, tu fais la demande à la Légion étrangère et on peut faire ensuite ce que tu veux mettre en œuvre. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Bah voilà, si on arrive à la fin. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu de questions plus sur toi. Après, forcément, comme tu appartiens à la Légion, il y a eu quelques questions, mais pas pour rentrer dans le détail, vraiment sur la préparation physique. En tout cas, ben, moi, toute la team, hein, Force Global Coaching, tu t'en connais quelques-uns, on te remercie Ouais. du temps. Moi, bah, je t'avais dit, je trouve ça super cool. J'espère que les légionnaires qui ont suivi le live et qui avaient des questions, parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont contacté pour me dire, oui, est-ce que ce serait possible de voir, justement, savoir différentes choses, parce que je veux rentrer tout ça. Bon, ils ont peut-être pas eu leurs questions, mais après, au moins, ils pourront peut-être t'envoyer des questions par la suite ou ainsi de suite. Les bouquins, en fait, il y en a quatre, il n'y en a pas que trois. Donc, il y a les trois que tu viens de nous montrer, et le tout premier, il est toujours en vente, hein. Tu Oui, me oui, il est confirmes? toujours, il est sur Internet aussi. Ouais, Je vraiment sais très pas si bon. Fnac ou Cultura l'ont toujours, mais sur Internet, il y est, c'est sûr. Ok, parfait, très très bien. Et puis, bah voilà, si, moi je pense que c'est bon, on a respecté le timing, il est 20h58. Ça passait très vite, donc tu vois un peu les commentaires, les gens trouvent que ça passe très vite. Donc comme d'habitude, le live il va être enregistré, on va le mettre sur la chaîne YouTube for Special Coaching, comme ça vous pourrez le regarder. Et puis, je vois, il y a Régis, salut Régis. Et merci à tout le monde, merci à toi Gérald. C'est dommage, tu n'as pas pu me Merci. voir du début jusqu'à la fin, mais tu vois, tu vois à quoi je ressemble, tu m'as déjà vu plusieurs fois, donc maintenant. C'est bon. Merci Gérald. Bonne fin de soirée et puis on se capte et puis voilà. Bah, merci beaucoup, Teddy. Et puis, un grand merci et une bonne soirée à tous ceux qui ont écouté Allez, l'émission. génial, je te remercie. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, Teddy. Salut.